Bien, bonjour à tous, bienvenue à la table ronde qui se déroule dans le cadre de Vive Industrie à distance pour certains. La thématique est l'accompagnement du changement, est-ce une nécessité? Un certain nombre d'intervenants ont accepté de vous faire la retour d'expérience ou de vous planter le décor sur ces notions de conduite au changement ou d'accompagnement au changement, avec des méthodes de co-design. Donc, on est dans le cadre de Vive Industrie. Donc, on parle d'usine du futur, on parle de compétitivité, on parle de stratégie, on parle d'usine 4.0, mais l'humain dans tout ça, il est indispensable. Et donc, il y a des outils pour mobiliser l'individu, que ce soit le chef d'entreprise et ses équipes. Et donc, c'était un petit peu l'objectif qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, pour ce faire, cette table ronde va se dérouler durant 1 heure avec des interventions et après, on aura des questions-réponses et un click and collect où on pourra faire bénéficier à certains d'entre vous qui seront intéressés à ces accompagnements dans le cadre d'un AMI Design que ma collègue Claire va vous présenter. Donc, vous avez un bouton chat où vous pouvez intervenir et un bouton question en haut à droite sur lequel vous pouvez poser des questions. Il y a déjà une question qui a été posée lors des inscriptions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra à la fin des interventions, sauf peut-être pour une des consultantes qui doit partir un petit peu plus tôt. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez… Voilà. Bon, on fait le test. Voilà. Donc, nous sommes dans cette démarche de table ronde. Et donc, Claire Bertrand, qui est sur Poitiers, va vous parler de cet appel à marque d'intérêt qui rentre dans ce concept-là que nous avons lancé au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Ok, Annick, merci. Vous m'entendez? Voilà. Donc, juste rapidement, le contexte, c'est ce dispositif d'accompagnement au changement s'intègre dans le plan design que la région a mis en place pour accompagner les entreprises qui souhaitent donc intégrer le design comme composante d'innovation dans leur stratégie et afin de développer des projets d'innovation, des projets innovants, quelle que soit la thématique. Du coup, pour répondre aux problématiques engendrées par le contexte sanitaire actuel, le Covid, la région a donc lancé un appel à manifestation d'intérêt et dont l'objectif est de proposer aux entreprises donc cette démarche de conduite du changement par une sensibilisation aux méthodes de co-design et d'intelligence collective. Ces nouvelles méthodes de travail peuvent aider les chefs d'entreprise donc à répondre à certaines préoccupations, problématiques qu'ils ont identifiées, alors que ce soit en termes de transformation organisationnelle, en termes de management, en termes de relations clients, usagers, fournisseurs. Donc, on va être, comme disait Annick, à votre disposition tout au long de cet atelier-là pour répondre à vos questions. Je repasse la parole. On va introduire maintenant Sandrine Lermenier qui va se présenter, qui vient de La Rochelle, qui est consultante et qui va vous expliquer ces notions de conduite au changement et d'accompagnement au changement, parce que vous verrez, il y a un contexte et il y a aussi des situations différentes d'accompagnement. À vous, Sandrine. Merci, Annick. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Lermenier, je suis consultante en organisation spécialisée dans l'excellence industrielle et le management par la qualité et je suis également formatrice et coach professionnel. J'ai créé mon cabinet de conseil Evolian il y a 13 ans, après un certain nombre d'années dans des grands groupes industriels et en fait depuis 13 ans, du coup, j'accompagne
les PMI, les PME-PMI dans leurs projets d'amélioration de performance, tout autant que dans des projets plus structurants, de réorganisation, de transformation. Alors, on peut passer à la planche d'après. Annick, on peut passer à la planche d'après? Merci. Donc, pour introduire cette partie d'accompagnement au changement, parler de l'accompagnement au changement en quelques minutes, ça va être un peu ambitieux. Du coup, je vous propose plutôt d'introduire quelques points de repère sur la thématique. Donc, un premier éclairage, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre conduire le changement et accompagner le changement? Quand on parle de changement, on a plutôt l'habitude de se focaliser sur le contenu, c'est-à-dire sur l'objet qui va être amené à être modifié par rapport à une situation antérieure. Par exemple, on va changer de voiture, on va changer de saison ou on va changer d'adresse. Or, le contenu s'accompagne inévitablement du processus. La différence entre le contenu et le processus, eh bien, c'est la même différence qu'il y a entre la matière et la manière, entre le faire et l'être, et entre la forme et le fond. Donc, accompagner le changement, eh bien, ça va être veiller au processus, veiller à la manière, veiller à la forme et veiller à l'être. Prenons un exemple. Si je prends l'exemple d'un déménagement. Donc, l'idée, c'est de changer d'un logement et la conduite du changement, ça va consister du coup à organiser ce déménagement. Vous allez, après la signature de votre contrat de location ou d'achat, eh bien, décider de la date à laquelle vous allez déménager. À partir de là, vous allez peut-être faire un rétro-planning pour déterminer à quel moment, eh bien, c'est le meilleur moment pour faire les cartons. Vous allez peut-être prévoir un budget parce que vous voulez faire appel à des déménageurs. Vous allez organiser tout ça et puis mettre en place l'électricité, le gaz, l'eau dans le nouveau logement. Et puis le jour J, eh bien, vous emmenez toute la petite famille vers la nouvelle adresse. Ça, c'est conduire le changement et ça nécessite en fait, d'une manière générale, des compétences techniques en pilotage de projet, en conduite de projet. À côté de ça, l'accompagnement au changement, c'est quoi? Eh bien, ça va être de veiller à ce que ce déménagement, ce bouleversement se passe pour votre famille de la manière la plus sereine possible. Vous allez donc peut-être vous préoccuper de l'ado qui va devoir quitter ses copains de quartier et puis peut-être être à l'écoute de votre conjoint qui, même s'il n'a pas besoin forcément de changer de boulot pour vous suivre, eh bien, peut-être qu'il est inquiet par rapport aux embouteillages qu'il va devoir subir tous les matins parce que le logement est un peu plus éloigné du boulot. Donc, voilà. Si je rapproche ça de notre thématique et notamment de l'industrie du futur, de l'usine 4.0, l'objet du changement, le contenu, finalement, c'est les nouvelles technologies. Ce que l'on veut, c'est introduire des nouvelles technologies. Et donc, ce sont des outils, ce sont des moyens, ce sont des machines. Et là où la machine est compliquée, l'humain, lui, est complexe. Si on méconnaît la différence entre le besoin d'ajustement des uns et des autres, eh bien, on va passer à côté de quelque chose. Le risque, en fait, si on ignore les rythmes des uns et des autres, eh bien, c'est de laisser s'installer des malentendus, des incompréhensions, voire même des divorces entre le souhait du dirigeant de mettre en place ces changements qui sont essentiels pour l'entreprise et puis les capacités d'adaptation de tout ou partie de l'entreprise, de l'organisation, parce qu'il y a des possibilités humaines qui sont celles-ci. Donc, si on peut changer de planche. Donc, deuxième éclairage, peut-être des précisions sur les types de changements. On distingue 3 catégories de changements. Les changements qui sont des projets d'amélioration, les transformations et les mutations. Alors, dans la première catégorie, l'amélioration, c'est assez simple. C'est l'amélioration de performance que vous avez décidé de mettre en place en interne et que vous menez tout seul dans l'entreprise. Enfin, tout seul, c'est-à-dire que c'est l'entreprise elle-même qui s'en occupe. Et puis, en fait, cette amélioration-là va permettre des évolutions dans les performances
par rapport à vos clients, par exemple. Donc, vous allez peut-être décider de remplacer une partie du parc machine 3 axes par des machines 5 axes. Ça peut être aussi une amélioration par le biais d'un chantier Lean de type 5S ou du SMED, ou bien modifier les pratiques de planification industrielle pour être encore plus fiable. Ça, c'est l'amélioration. Généralement, le retour en arrière, il est possible s'il y a un problème. Par contre, ça va vous coûter du temps et de l'argent, mais c'est possible. La deuxième catégorie, c'est la transformation. Donc là, on est plutôt dans le cas d'un changement qui va être brutal, majeur et souvent en réaction à l'environnement extérieur. Ça nécessite, dans ce cas-là, des ajustements culturels. Ça va nécessiter une modification des emplois parce qu'il va falloir apprendre à travailler différemment. Donc, beaucoup de formation. Par exemple, ça va être une réorganisation, une fusion entre deux services. Et puis, du même type que tout à l'heure, eh bien, ça peut être de décider de mettre en place une vraie stratégie Lean. Pas forcément des outils pris au hasard, mais vraiment une transformation Lean avec un vrai changement dans la façon de piloter les flux et les équipes. Ça, c'est un projet de transformation. Le retour en arrière, il est quasiment impossible. Ou alors, ça coûterait vraiment, vraiment, vraiment très cher. Dernière catégorie, la mutation. Ça, c'est une catégorie, un changement qui est vraiment beaucoup plus rare. Mais dans ce cas-là, il est vital pour l'organisation parce qu'il engage sa survie. On est dans un cas où l'entreprise est obligée de changer, sinon elle meurt. Donc, dans ce cas-là, une transformation, c'est un changement comme une transformation. Une mutation, c'est une transformation auquel s'ajoute une analyse de marché et une bonne dose d'innovation. Donc, voilà pour les 3 catégories de changement. Donc, on se doute bien qu'en fait, en fonction de là où on se trouve, eh bien, on va devoir déployer des activités d'accompagnement au changement qui vont être plus ou moins légers. On imagine bien que dans le cadre d'une mutation, ça va être un petit peu plus compliqué que dans le cas d'un projet d'amélioration. Quoique, ça dépend aussi de la culture de votre entreprise et de la capacité d'adaptation des personnes qui la constituent et d'un point de vue systémique également. Je vais prendre un exemple. Vous voulez mettre en place un nouveau système de pointage dans votre atelier parce que voilà, vous considérez que ça suffit, on ne peut plus maintenant pointer sur du papier. On veut améliorer la partie administrative et surtout avoir des données fiables en termes de planification. Donc, mettre en place un pointage, on pourrait se dire, c'est facile, c'est de l'amélioration, accompagnement au changement, plutôt limité. Eh bien, sur ce type de projet, par exemple, si c'est mal expliqué, si c'est mal accompagné, ça peut être très mal interprété. Et je connais des entreprises qui en sont toujours pas arrivées au bout. Donc, il faut aussi se méfier avec le bon dosage de l'accompagnement au changement, parce que comme tout le reste, en fait, il existe des méthodes, il existe des outils qu'il faut bien choisir. Alors, en termes de méthodologie, d'accompagnement au changement, généralement, on considère qu'il y a 4 grandes phases. La première va consister en fait à planter le décor. Une fois que vous avez identifié la nécessité de changer, il faut vous entourer d'une équipe qui adhère au projet de changement. Ensuite, la deuxième phase, eh bien, ça va être de décider quoi faire. Et ça commence par un diagnostic, justement. Au niveau du diagnostic, quels sont les risques et les enjeux? Quelle est la capacité d'adhésion de l'entreprise? Et du coup, quelle est la stratégie d'accompagnement, de changement que je vais devoir mettre en place? La troisième phase, eh bien, il va falloir enclencher le mouvement avec toutes les équipes. Et puis, pérenniser tout ça. En dernier lieu, vous avez mettre en place une nouvelle culture et ancrer les nouvelles attitudes et les nouveaux comportements. Alors, Annick, est-ce qu'on peut revenir sur la planche précédente? Merci. Donc, accompagner le changement, ça ne se résume pas à uniquement former et communiquer sur le nouveau projet. Il s'agit d'emmener en fait les gens avec vous en associant des valeurs positives et des images positives dès le départ
il faut impliquer, il faut faire participer, il faut faire rêver et comprendre vos collaborateurs. Qu'est-ce qui les motive? De quoi ils ont besoin? Qu'est-ce qui peut les rendre nerveux? Ce qui est en jeu, en fait, en termes d'accompagnement au changement, c'est l'adhésion. Si vous avez une adhésion faible, le résultat sera minimal. Si vous avez une adhésion de façade, un petit oui devant et un grand non derrière, il y a de grandes chances que votre projet il n'aille pas au bout. Donc, en fait, quand on parle de résistance au changement, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça laisse entendre que les collaborateurs font ça de façon pour faire plaisir, pour se faire plaisir. Non, les personnes disent rarement non, pas pour le simple plaisir de vous contredire. En fait, s'ils n'adhèrent pas forcément, s'ils manifestent des réticences par rapport au projet, c'est parce qu'ils ont de bonnes raisons de leur point de vue. Donc, tout l'art d'accompagner le changement, c'est vraiment d'être en capacité d'adopter leur point de vue pour comprendre de quoi ils ont besoin pour faire ce premier pas. Tout ça, c'est du même ordre que le principe d'homéostasie. Vous savez, l'homéostasie, c'est la capacité de ce système d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu interne, quelles que soient les contraintes extérieures. Dans le cas d'une transformation, eh bien, les contraintes extérieures, c'est vous. Vous imposez à votre entreprise de bouger, de changer. Donc, dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que les personnes, d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif au niveau des groupes, eh bien, ils vont mettre en place un certain nombre de choses pour résister ou du moins rester dans la zone de confort précédente. Et puis ensuite, eh bien, une fois que vous allez les accompagner et qu'ils vont comprendre la nécessité du changement, ils vont rentrer dans un processus qu'ils vont vivre plus ou moins rapidement et plus ou moins intensément, un processus émotionnel que l'on appelle la courbe de deuil. Donc, la vitesse et l'intensité des personnes va dépendre des perceptions plus ou moins négatives du changement vécu et de la capacité individuelle des uns et des autres. Et au niveau collectif, il peut y avoir de grandes différences. Certaines personnes peuvent adopter les nouveaux comportements ou rentrer dans la nouvelle dynamique assez vite, alors que d'autres, il va falloir peut-être plusieurs mois. Donc, pour accompagner le changement, pour aider ce processus, il va vous falloir créer les conditions de la confiance. Confiance en soi, confiance dans l'équipe et confiance dans l'organisation. On peut passer à la planche suivante. Donc, pour terminer, on peut dire que les clés du succès, c'est la communication, bien sûr, c'est la formation, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faut aussi que la direction, l'équipe de direction, que le pilote du changement ait l'attitude appropriée, le rôle approprié. Et tout ça, en fait, ça passe tout d'abord par accepter de passer du temps à écouter, passer du temps à comprendre ce qui fait que chacun aura envie de s'investir dans cette nouvelle aventure. Il faut rester ouvert par rapport à ces aspects-là. Deuxième point, c'est aussi accepter de ne pas tout contrôler. Il est important de rester ferme sur la destination. La transformation que vous envisagez, elle est essentielle, elle est importante. Par contre, il va peut-être falloir lâcher prise sur le chemin. Peut-être que le plus court chemin entre deux points, ce n'est pas forcément la ligne droite. Alors, en écoutant les collaborateurs, en étant attentif à ce qu'ils vous disent, à ce dont ils ont besoin, peut-être que ça va prendre un autre chemin. Dernier point, s'entourer d'une équipe soudée et solide, ça c'est également extrêmement important. L'encadrement intermédiaire, les personnes qui sont sur le terrain, ce sont les leviers du changement. Donc, avec cette équipe, vous avez besoin de cohésion et d'adhésion de façon extrêmement forte. Donc ça, c'est l'encadrement intermédiaire. Voilà, pour conclure, je dirais que, bien entendu, l'enjeu de l'accompagnement au changement, c'est la poursuite, le résultat du projet, le succès du projet. Mais je dirais qu'il y en a un autre, parce que aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est à la fois volatile, qui est incertain, qui est complexe, qui est ambigu. Et donc, on voit bien avec la crise, la pandémie que nous vivons aujourd'hui,
on ne prévoit pas forcément tout et du coup, il faut savoir se réadapter. Donc, l'enjeu pour l'accompagnement au changement, l'enjeu pour votre entreprise, c'est aussi de développer en interne la vitesse de capacité d'adaptation de votre entreprise. Donc, on parle de résilience, par exemple, aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité d'un système à accueillir et à absorber les transformations, mais il faut même dépasser ça. L'idéal, ce serait de passer de la résilience à l'antifragilité. L'antifragilité, c'est ce système qui se renforce avec les transformations, avec les chocs ou les agressions qui sont subies. C'est notre système immunitaire. Notre système immunitaire, il est antifragile. Donc ça ne s'apprend pas, ça se vit. C'est du domaine de l'apprentissage et de l'évolution. Ça ne se conduit pas, ça s'accompagne. Voilà, j'ai terminé. Merci Sandrine. Je crois que vous avez bien planté le décor sur ces notions de conduite et accompagnement. On va poursuivre, il n'y a pas de questions là-dessus, donc on va vous libérer. Merci pour ces précisions. Et pour ceux qui voudraient poser des questions à Sandrine plus tard, n'hésitez pas de le mettre soit sur le chat, soit sur les questions pour qu'on puisse lui faire passer et elle vous répondra ultérieurement. Et Claire, si tu vas prendre la suite et tu vas présenter après ces notions de conduite et d'accompagnement, on parle de la notion de co-design parce que c'est le fil rouge aussi, cette intelligence collective qui amène tout ce processus. À toi, Claire. Merci, Yannick. Donc, comme on le disait, cette AMI vise à accompagner donc, cette méthodologie de conduite au changement pour les chefs d'entreprise, pour qu'ils puissent appréhender autrement le pilotage de leur projet, visant à répondre un petit peu et totalement à leurs problématiques. Et dans ce cadre-là, nous avons mandaté l'Institut de co-design, Codemaker, pour proposer aux entreprises des méthodes de créativité et de co-design. Donc, je vais repasser la parole à Tessir de l'Institut Codemaker qui va vous présenter le process de construction d'un atelier de co-design et vous présenter également les ressources et les outils qui peuvent être utilisés pour la co-construction des projets des entreprises. Tessir. Bonjour à tous, donc, je suis Tessir Belhaj, chargée de projets et d'innovation et animatrice co-design à l'Institut Codemaker. Est-ce qu'on peut passer pour le slide d'après, s'il te plaît? Voilà. Donc, l'Institut Codemaker, c'est une unité gérée par la VRUL, Agence pour la valorisation de la recherche universitaire de Limousin. L'Institut Codemaker a été créé en 2015 pour conforter les entreprises de leurs projets d'innovation. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement et de transformation et de formation inédit qui a pour mission de fiabiliser, accélérer les projets innovants des entreprises, des organisations par les méthodes de co-design et d'intelligence collective. Donc, je vais vous donner quelques mots-clés sur la démarche co-design. Qu'est-ce que le co-design? Donc, d'abord, il s'agit d'une activité de conception collective transdisciplinaire, respectant le principe d'égalité et de dignité des différentes constructions individuelles. C'est une méthode qui intègre des va-et-vient, des abstraits concrets en rupture avec les modes de conception traditionnels, linéaires et séquentiels. De plus, en fait, elle est liée à l'innovation. C'est une activité qui intègre l'usager dans le processus. Enfin, on peut dire que cette pratique réclame une grande préparation et une animation spécifique reste à inventer. Donc, le design, oui, on va rester sur ce slide. Le design, pratique et processus. Donc, maintenant, sous forme d'exemple, je vais vous montrer le fonctionnement de co-design. C'est un outil d'innovation qui peut se dérouler sous forme d'un atelier avec une pensée design et une démarche centrée sur l'usager. Et toujours, on peut dire que la créativité est le fruit de ce processus.
On peut passer pour le slide suivant. Donc, pour réaliser un atelier de co-design, il faut respecter les 7 temps qui sont les suivants. Après l'accueil du participant, un temps est dédié pour que le participant fasse connaissance et qu'on puisse présenter l'objectif de l'atelier. Puis, on démarre par la mise en énergie pour en fait insuffler de l'énergie, dynamiser et stimuler la créativité et surtout créer un climat positif et ludique. Ensuite, c'est la phase de travail. La phase de travail des participants en mode collaboratif qui se déroule en 2 étapes. La partie de divergence et la partie de convergence. Et à la fin de chaque atelier, on conclut par une restitution de travail. Le slide suivant, s'il te plaît, Claire. Voilà. Donc, pour la réussite de l'atelier, on utilise en fait une approche qui s'appelle approche centrée sur la persona, qui connaître les 3 conditions qui sont nécessaires pour la réussite de relations humaines. C'est une approche conçue par le psychologue américain Carl Rogers en 1960. Cette pratique que nous utilisons ouvre donc 3 compétences complémentaires. La première compétence, c'est la congruence. C'est le fait, en fait, de savoir se concentrer sur soi-même, développer la confiance en soi, donner une juste place à ses émotions et sentiments et surtout assurer sa responsabilité face aux collaborateurs et hiérarchies. La deuxième compétence, c'est la plus importante, c'est l'écoute empathie. C'est le fait de savoir se concentrer sur l'autre, l'écouter et le comprendre précisément pour savoir collaborer. Et la dernière compétence, c'est le regard positif inconditionnel. C'est le fait, en fait, d'accueillir les autres et les propos qu'on le perçoit comme une menace et le transformer en appui pour assurer sa propre évolution. Merci pour votre attention et je vais laisser les paroles à ma collègue Marie-Odette. Merci Tessir. Donc voilà, vous avez quelques notions sur ces approches, ces process de co-design, avec Sandrine aussi qui a planté le décor sur ce qu'on appelait la conduite au changement et l'accompagnement au changement. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Vous allez avoir 3 témoignages d'entreprises qui viennent de passer la moulinette de ces ateliers autour de ce co-design, cette intelligence collective. À vous, Marie-Odette. Merci beaucoup, Annick. Effectivement, à ce moment, est-ce qu'on peut avoir la slide correspondante, Annick, s'il te plaît? Alors, la slide. Voilà. Ah, merci beaucoup. Donc, à cette étape de notre table ronde, on va passer à l'étape de témoignage des dirigeants qui ont bénéficié de l'accompagnement de CodeMaker dans le cadre du plan de relance post-Covid. Mon rôle dans cette mission est d'avoir conçu avec l'équipe CodeMaker l'ingénierie pédagogique dans l'objectif de répondre aux préoccupations du dirigeant du secteur industriel aujourd'hui et de piloter la mission afin que le dirigeant puisse, à l'issue de cet accompagnement, puisse bénéficier d'un plan stratégique qui peut décliner et qui soit vraiment opérationnel. Donc, l'idée maintenant est de vous partager le témoignage de 3 dirigeants qui ont un profil qui est vraiment différent et qui avaient une approche plus ou moins connue ou pas des ateliers de co-design et d'intelligence collective. L'idée, c'est de dire, même si je ne connais pas, je peux un jour essayer et l'adopter. Donc, on a avec nous, et je les remercie, Laurence Mélier de la société Intersac, Éric Palfroy de Centre-Atlantique et de Sébastien Nominé de CDN. Je vais leur laisser la parole juste un instant pour se présenter et donner l'ampleur de leur structure.
Bonjour, je suis Laurence Mélier, donc je dirige la société Intersac. J'ai repris cette société début 2019, début 2020, pardon. Nous sommes spécialisés dans le façonnage et l'impression de sacs en papier. On est situé à Saint-Junien, en Haute-Vienne, et nous sommes 20 collaborateurs. Bonjour. Je suis donc Éric Palfroy, je suis le créateur de Centre-Atlantique PVC en 2003. J'ai créé cette entreprise avec 3 autres collaborateurs et aujourd'hui nous sommes 17 dans l'entreprise. Nous sommes situés à Sainte-Soule, à côté de La Rochelle. L'entreprise fabrique des menuiseries aluminium et PVC de forme. Quand je dis de forme, vous le voyez avec les petits logos, c'est tout ce qui n'est pas rectangulaire et nous sommes les sous-traitants en fait des industriels de la menuiserie aluminium et PVC et on travaille principalement au niveau national. Bonjour, Sébastien Nominé, je suis le dirigeant de la société CDN, plus connue sous le nom de CDN Horse My Groom, une entreprise que j'ai créée en 2013. On est basé, enfin nos activités sont basées sur le bien-être et l'hygiène dans les écuries, donc le milieu du cheval. On a développé une machine qui permet de laver les couvertures pour les chevaux, les tapis et tout le matériel, mais aussi d'entretenir tous les cuirs. Voilà, l'entreprise compte aujourd'hui 13 salariés. Voilà. On est basé, donc, je ne sais plus si je l'ai dit, dans la Vienne, sur la commune de Valdivienne. Merci à vous trois. Je vous propose de passer donc aux questions que peuvent se poser les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui peuvent les convaincre d'adopter ou tout du moins d'essayer la méthode et les outils du co-design et de l'intelligence collective. Ce qui est intéressant avec vous trois et ce qu'on a vécu pendant les ateliers qui se déroulent donc sur 2 jours, qui ont pour objectif de répondre aux problématiques du dirigeant aujourd'hui qui subit, comme tous les autres dans le monde, la crise sanitaire. Pour pouvoir répondre à ces attentes-là, au niveau de CodeMaker, on s'est préparé à pouvoir réaliser ces interventions, ces accompagnements aussi bien en présentiel, en respectant les normes sanitaires, mais également à distance. Donc, les premiers outils qu'on a utilisés, c'est les outils numériques afin de pouvoir réaliser tous nos ateliers. Donc, Laurence, vous avez bénéficié de l'accompagnement en présentiel. Et Éric et Sébastien, vous avez bénéficié de l'accompagnement à distance et en plus en synchrone, puisque notre objectif est de pouvoir répondre le plus rapidement aux préoccupations des dirigeants et donc la possibilité de mener en synchrone avec nos équipes d'animateurs facilitateurs cet accompagnement. Je vais donc venir sur la première question et qui peut intriguer. Eu recours à l'intelligence collective et aux ateliers de co-design, c'est quel a été pour vous, en tant que dirigeant, le déclic pour pouvoir tester, essayer ou poursuivre dans la démarche d'intelligence collective? Laurence? Oui, pour moi, clairement, le déclic, c'était d'avoir la possibilité de se faire accompagner en sortant de l'entreprise. Donc, nous, on a bénéficié d'un accompagnement en présentiel et c'était important pour les salariés de pouvoir sortir, prendre du temps en dehors du bureau, sans téléphone, sans mail, sans machine, puisqu'on est une entreprise industrielle. Voilà, sans aucune pression, juste se poser pour prendre le temps de réfléchir ensemble, mieux se connaître aussi, et ça a été extrêmement positif. Super. Éric? Oui, alors nous, le déclic, il est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on était tous des novices dans ces méthodes, c'est-à-dire qu'aucun, ni moi-même, n'avait des notions dans cette notion de travail collectif, en fait, d'intelligence collective. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à faire cet essai sur ces 2 jours, puisqu'on peut le considérer comme ça? C'était en fait le réseau Offensive PME, qui est un réseau régional à qui je fais partie, qui m'ont informé en fait de cette opportunité de ces 2 jours pour appréhender ces outils d'intelligence collective. Voilà. Et après, ma décision, elle n'a pas été très, très longue à prendre parce que je suis justement et actuellement
en pleine problématique pour motiver et faire participer mes collaborateurs pour l'évolution de Centre-Atlantique. Donc, c'était quelque chose qui s'est mis naturellement dès que j'en étais informé. Très bien, merci. Sébastien? Alors, pour nous, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que c'est un peu plus dans la culture de l'entreprise de faire participer l'ensemble de l'équipe. Et nous, en fait, c'est la région qui nous a proposé de participer à cet atelier. Et on a tout de suite répondu favorablement parce que, justement, comme on est habitué à échanger, à construire ensemble, etc., on aime s'enrichir, partager avec ce qui se passe à l'extérieur, aller chercher des informations d'autres entreprises, d'autres méthodes. Et donc, c'était un peu une évidence pour nous de tout de suite participer et justement d'aller chercher d'autres méthodes, d'autres façons d'aborder les choses. Et donc, voilà, ça a été vraiment un moment intéressant. Très bien, merci beaucoup à vous trois. On va passer sur la deuxième question qui peut intriguer. Aujourd'hui, le dirigeant est dans les accompagnements, je le vois sur les différentes entreprises. Celui qui va impulser, effectivement, c'est le dirigeant, mais après, le défi est d'embarquer ses équipes avec soi. Et notamment dans les structures, on a vu de Laurence et d'Éric, où vous avez peu de turnover, donc des personnes et des collaborateurs qui sont en place depuis un certain nombre d'années, qui sont en zone de confort. Là, ça nécessite au niveau du contexte de faire un peu bouger les lignes. Par contre, ça peut générer des angoisses, des peurs ou avoir des réfractaires. Comment est-ce que vous deux, et ensuite je passerai à Sébastien, mais qui lui l'a intégré dans son entreprise depuis de nombreuses années, mais pour vous deux, quels ont été les arguments ou les mots qui ont permis d'embarquer vos collaborateurs dans cette aventure collective? Pour moi, c'était assez simple. En fait, comme je l'ai dit, j'ai repris l'entreprise en début d'année dernière. Donc, moi, j'ai tout de suite affiché une volonté d'évolution et de changement. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. Comme vous l'avez dit, la plupart ont entre 15 et 20 ans d'expérience dans l'entreprise. Donc, moi, il était extrêmement important que j'ai leur adhésion à ce changement et qu'en fait, l'idée du changement vienne d'eux. Donc, eux, ils sont les mieux placés pour savoir les améliorations qu'il y a à faire. Ils maîtrisent leur métier tous. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de partager tous ensemble quelles étaient les meilleures évolutions à avoir chacun son poste et aussi réfléchir en fait aux impacts qu'auraient ces changements sur les postes des autres. Donc voilà, et ça, c'est pareil, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs extrêmement positifs, donc ils ont tout de suite embarqué là-dedans. Très bien. Éric? Oui, alors moi c'était un petit peu différent parce que comme on est tous des novices et que j'ai plutôt des réfractaires à ce type de… Alors réfractaire, je ne sais pas si c'est le terme exact. En tout cas, ma tâche principale, c'est clair, dans un premier temps, c'était de les motiver déjà à participer à ce séminaire de 2 jours. Donc, il a fallu que je me batte quand même pour arriver à les faire participer parce que ils avaient toutes les raisons en fait qui étaient bonnes pour pas participer, du style on va quand même pas arrêter de produire pendant 2 jours, et que va dire le chef d'atelier, on est déjà en retard, je tiendrai pas 2 jours assis sur une chaise, je suis pas un scolaire, enfin bon, toutes les raisons étaient bonnes pour pas venir. Donc j'ai quand même réussi à les convaincre, déjà en martelant que les heures qu'ils allaient perdre, ils allaient les regagner dans les 6 mois, 1 an ou un peu plus avec ces méthodes-là, que je pouvais pas leur expliquer plus que ça parce que je les connaissais pas moi-même, et que nous allions tous, et moi le premier, tester ces techniques de résolution en fait de problèmes et par le partage et en communiquant de façon factuelle et ensemble par des ateliers qui me semblaient ludiques d'après les explications de Chris à l'époque. Voilà. Et en fait, ils ont quand même tous accepté parce que je leur ai dit en fait que tout le monde était représenté. Il y avait des gens de production, il y avait le CSE, il y avait des gens de méthode, il y avait une personne administrative et bien sûr il y avait moi-même. Donc là ils ont fini par dire ok, on y va tous ensemble. Il y avait l'effet de groupe même qui nous a rassurés. Voilà. Effectivement, l'un des ingrédients indispensables, on l'avait vu ensemble lors de la préparation, c'est d'avoir un panel très divers de collaborateurs dans l'entreprise, aussi bien dans l'encadrement qu'opérationnel. En fait, c'est d'avoir du transverse
et on va l'aborder certainement à la fin de cette conférence, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir intégrer dans le panel des personnes extérieures à votre structure, comme des clients ou des fournisseurs, pour apporter justement un regard différent. Sébastien, pour vous, là on est dans un cadre différent puisque vous le pratiquez. Oui, mais a été c'est vrai que ça a été une chance par rapport aux autres entreprises, c'est que nous, mes collaborateurs sont très jeunes. La moyenne d'âge de l'entreprise est à moins de 30 ans, donc on a des collaborateurs très jeunes, donc automatiquement ils sont beaucoup plus malléables, beaucoup plus faciles à adapter et habitués, je dirais déjà, à évoluer, etc. Par contre, je dirais comment les mobiliser là, dans ce cas précis. On est dans une période compliquée avec le Covid depuis plus d'1 an maintenant. Et il est indispensable de pouvoir se réadapter en permanence, d'évoluer, d'avoir beaucoup de réactivité. Et c'était l'occasion rêvée de pouvoir le faire, de prendre du recul, parce que c'est vrai qu'au quotidien, on est le nez dans le guidon, même si on applique déjà ce genre de choses, automatiquement, ça permet quand même de prendre du recul et surtout de parler de la situation actuelle. Voilà, et de changer au quotidien. Donc, ça a été vraiment un moment important pour ça, et c'est comme ça qu'ils se sont très vite mobilisés et qu'ils ont participé. Et voilà, ça n'a pas posé de problème, mais voilà, c'était vraiment lié aussi au contexte actuel que ça pouvait être porteur. Très bien. Pour ceux qui nous écoutent, l'une des questions, c'est est-ce qu'il faut attendre avant d'avoir des effets pour les ateliers? Donc, lors des ateliers, il y a un animateur facilitateur avec différentes compétences. À CodeMaker, nous avons eu la décision de pouvoir intégrer des postures différentes d'accompagnants en fonction du protocole et du processus d'accompagnement. Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir partager les effets que vous avez pu, alors plus spécifiquement pour Laurence et Eric qui le découvraient. Est-ce que vous pouvez nous partager les constats et ce que vous avez pu observer au cours de ces 2 journées d'accompagnement parmi les membres de vos équipes? Oui, alors moi, très clairement, l'effet a été immédiat au bout d'1 heure. Alors, à la première pause café, tout le monde m'a dit « Ah, c'était une super idée de sortir. C'est bien qu'on se pose. En fait, c'est pas parce qu'on n'est pas au bureau qu'on travaille pas. » J'avais aussi une collaboratrice qui, elle, est en production, qui a dit « je peux aussi faire autre chose qu'être sur ma machine et réfléchir. » Donc ça, c'était complètement immédiat. Et ensuite, nous, on est ressorti très concrètement avec des idées concrètes et un plan d'action très concret à la fin des 2 jours. Donc, l'effet, oui, il était immédiat. Eric? Oui, alors moi, ma meilleure surprise, en fait, c'était de constater l'évolution dans l'échange entre les collaborateurs. On est rarement dans l'échange en fait. Lors de la première matinée, où tout le monde se posait la question, oui, en milieu de matinée, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'il y avait une présentation des systèmes, il y avait une présentation des choses qui ont fait que c'était pas encore très parlant. Par contre, dans l'après-midi, quand les ateliers ont commencé, là, ça a libéré la parole. C'est-à-dire que l'animation et la méthode proposée, qui n'était pas du tout intrusive, en fait, a permis à tout le monde de ne pas se sentir jugé. Et là, soudain, en fait, je vais me marrer en disant ça, c'est l'intelligence collective, elle est née chez Centre-Atlantique. Ça, d'un seul coup, ça s'est apparu. C'est-à-dire qu'ils se sont tous mis à parler entre eux. D'ailleurs, régulièrement, il fallait que je les ramène un petit peu sur les ateliers parce que l'échange était parti. Et ce qui se passe habituellement où les gens se critiquent, où chacun reste buté, là, en fait, il y avait de l'échange, mais vraiment de l'échange. C'est-à-dire que chacun exposait ses idées. Il n'y avait pas de critique et l'autre disait moi je le vois de cette façon, moi je le vois de cette façon, au lieu de dire non, tu as tout faux, c'est moi qui ai raison, et voilà. Donc ça, c'était il y a eu une naissance de la communication chez nous. Voilà. Ça, vous avez utilisé un mot, je trouve, très fort quand on en a parlé, c'est le fait de libérer la parole, en fait, pour des personnes en production qui sont dans une activité de faire. En fait, on leur demande aussi de participer à la réflexion de l'entreprise. Et donc, c'est ça qui a été très positif tout de suite. Ce que vous avez pu me témoigner, c'est le fait de se dire je suis aussi utile pour construire l'avenir de l'entreprise. Et donc, ça, c'est effectivement très fort, je crois.
à fait. Enfin, ça, c'est vrai que voilà, ils se sont un petit peu, on va dire, dégourdis les uns après les autres selon leur façon de s'exprimer, mais ils ont tous participé. Ça, c'est fantastique. Oui. Ouais, moi, j'en prenais plein les yeux. Voilà. Et les oreilles. Et les oreilles, voilà. Je vous propose de terminer sur quelque chose de très concret en tant que dirigeant d'entreprise dans ce monde qui bouge avec un contexte complètement inédit. Ça a été les résultats de l'atelier puisque l'objectif de la conception de ces 2 jours d'accompagnement était de pouvoir vous proposer en fait la possibilité de dessiner, d'écrire l'avenir de votre entreprise. Donc pour vous en tant que dirigeant, c'est de poser les axes stratégiques et de le décliner en plan d'action qui est vraiment très concret. Donc, c'est de travailler sur l'humain et c'est de travailler sur le plan opérationnel pour pouvoir traverser cette crise et écrire le développement de votre structure. Est-ce que Sébastien, donc vous pouvez nous partager les résultats de ces 2 journées d'accompagnement? Oui, alors c'est vrai que ça nous a permis de prendre du recul, comme je le disais tout à l'heure, sur toute notre activité. Ça a été quand même, je dirais, très prolifique dans le sens où on a vite pu dégager comme ça des axes stratégiques et on a bien défini nos axes de développement sur, je dirais, les 2 années à venir, grosso modo, avec une vision qui est presque à 10 ans déjà, donc c'est très loin, donc c'est bien parce que quand on sait où on va, c'est plus facile d'emmener ses équipes. Et on a pu vraiment rentrer dans le détail de qui va faire quoi, sous quelles échéances, etc. On était vraiment dans le concret, quoi. Et ça, c'était quand même très intéressant. Et voilà, c'est vraiment l'équipe qui a construit tout ça. On l'a fait en commun. Et c'est ce qui permet vraiment de porter tout le monde et que on ressort de là avec une vraie motivation. Effectivement, dans votre équipe où on sentait vraiment l'agilité, effectivement, vous avez beaucoup travaillé dans votre cas sur le développement de votre activité et le développement commercial aussi, de trouver des pistes de diversification. Et du coup, vous avez mis des jalons qui étaient très chiffrés. Enfin, ça a été très jalonné et très précis. Effectivement, il y a eu de l'efficacité. Alors, on est habitué à travailler avec des indicateurs, etc. Et c'est vrai qu'on a plein de niveaux d'indicateurs. Et donc, ça permet aussi dans ce genre de travail, et c'est ce qu'on a fait le dernier jour, de faire ressortir les indicateurs majeurs qui sont ceux qu'il faut que tout le monde ait en ligne de mire. Et les autres, ils sont presque secondaires. C'est juste des mesures au quotidien, mais on ne doit pas y penser. Ça se fait tout seul, quoi. Exactement. Eric, vous pouvez. Alors, votre micro. Voilà. Alors, moi, dans l'évolution derrière, ça va être déjà de ne pas laisser mourir cet embryon d'intelligence collective qui est né chez nous. Voilà, ça va être le plus gros travail. On va pas aller déjà dans des grandes idées. On va essayer de conserver ce qui est né, en fait, pendant ces 2 jours. C'est-à-dire conserver, en fait, cette notion de partage. Demain, moi déjà, j'ai un rendez-vous mensuel avec le CSE. Ça va être déjà de continuer à avancer avec lui dans cet échange, en savoir aussi un petit peu plus sur ce qu'il a pensé. J'ai pas refait le tour en fait de chacun des collaborateurs, mais de construire et de mettre une partie de cette intelligence collective lors de la réunion CSE, et on va intégrer en fait les acteurs de ces 2 jours. On va dire sur une demi-heure ou 1 heure mensuelle dans un premier temps pour conserver ça avec le CSE, pour continuer à développer les choses. Alors, on ne va pas les développer sur des grandes lignes de conduite comme le disait Sébastien. Nous, on est encore dans l'embryon en fait de cette intelligence collective. Donc, on va le faire sur déjà nos problématiques, c'est-à-dire ce qui parle le plus aux personnes pour que ça devienne quelque chose de réellement constructif pour eux. Et après, j'espère que d'ici 1 an ou 2 ans, si tout ça a bien été mené, on va revenir sur les fondamentaux qui est tout simplement comment ils voient l'entreprise dans 5 ans ou 10 ans. C'est peut-être une marche à l'envers, mais il faut déjà les rassurer par rapport à cette méthodologie. Et effectivement, la synthèse de votre accompagnement, vous, c'est l'axe RH oui. Et qualité qui est ressorti très fort. Et du coup, ça a permis aussi peut-être de remettre du concret dans des mots, dans des mots qui étaient forts, mais qui n'étaient pas mesurables. Donc, ça a pu révéler aussi
la nécessité de poser un regard positif et d'indicateurs positifs plutôt que de rester tourné vers ce qui ne va pas et que l'avenir se construit en regardant ce qui peut être fait avec les efforts de tout le monde. On va terminer avec Laurence. Alors vous, la particularité, Laurence, c'est que votre équipe a travaillé sur la stratégie transverse. Oui. Ils ont tellement été embarqués qu'ils ont décidé de travailler sur tous les axes de développement de l'entreprise, l'organisation, la production, RH et l'environnement. Tout à fait. Donc, en fait, on est ressorti avec un plan à 5 ans sur ces 3 axes principaux. Et ce qui était très intéressant, c'est que c'est vraiment eux qui ont accouché de ça. En fait, ce que nous a montré l'atelier, c'est que c'était extrêmement facile de planter les problèmes, de lister tous les problèmes. En revanche, trouver des solutions, c'était difficile. Et au cours de l'atelier, on a vu toute l'équipe se transformer. C'est-à-dire, au départ, ils étaient extrêmement attentistes. Ils donnaient les problèmes. Je devais les résoudre. Et puis, à la fin des 2 jours, ils ont trouvé la solution pour les résoudre. Et aujourd'hui, très clairement, ils sont embarqués complètement dans ce projet de transformation. Et donc, ce projet, c'est plus moi, c'est eux. Et ça, c'est super parce que voilà, maintenant, depuis, les réunions sont positives, les gens sont heureux de venir parler, de partager, les idées fusent. Donc, c'était vraiment super positif, quoi. C'est vrai que dans votre retour, dans votre feedback, ce qui m'a marqué, c'est que vous m'avez partagé, c'est le jeu est devenu le nous, mais le nous dans le sens où les collaborateurs se mettent maintenant du côté des acteurs de la construction de l'avenir de l'entreprise et que ça sort le dirigeant de sa solitude sur sa prise de décision. Et du coup, tout le monde se sent responsable à son niveau de la réussite de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et tout le monde a conscience qu'il a sa part à apporter et ça, c'est extrêmement positif. Donc, pour conclure, les grandes phrases, je crois, qui ressortent des accompagnements, c'est que finalement, il est important de perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup après. Et c'est que le fait de vouloir faire du collaboratif, au-delà de se dire, ça se vit. Et ça se vit et ça s'entretient, et notamment avec les outils de co-design et d'intelligence collective. Merci à vous. On va laisser la parole, Annick, peut-être si tu veux prendre la suite. Oui, donc merci à vous 3 de vos témoignages, parce qu'il y en a qui sont vraiment tout frais. On a vu ces notions de partage, de prendre du recul, de participation, de vision partagée, d'appropriation. Donc là, vous avez tous des profils à tous les 3 de PME, mais qu'en est-il d'une structure comme le CEA qui a aussi un cloisonnement peut-être systématique et dans le domaine de l'innovation, de la technologie. Donc on va demander à Émilie Basque et à Geneviève de prendre le relais et de vous faire part de leur témoignage. À vous, mesdames. Bonjour à tous, donc Émilie Basque, je suis accompagnée de Geneviève Valkenfitz. Ouais, si tu peux juste, Annie, effectivement, repasser à la planche d'avant. Là, voilà. D'avant, s'il te plaît. D'avant. Ouais, donc c'est parfait. Voilà. Émilie Basque, directrice du développement de l'AFPI Sud-Ouest. Donc, je suis accompagnée de Geneviève Valkenfitz, qui est responsable de l'accompagnement au changement du CEA. C'est la planche d'après, s'il te plaît, Annick. Voilà, merci. Donc, effectivement, j'ai aussi une casquette plus opérationnelle, puisque j'accompagne moi-même les entreprises dans leurs différentes transformations, alors que ce soit des transformations organisationnelles, structurelles, de transition digitale, technologique ou d'implantation d'ateliers. Alors, ce que je vous propose, effectivement, c'est déjà de vous présenter en quelques mots la structure de l'AFPI Sud-Ouest, et puis on se prêtera au jeu des questions-réponses avec Geneviève, comme l'ont fait les témoignages précédents. Planche d'après, s'il te plaît, Annick.
Alors, l'AFPI Sud-Ouest, c'est une quinzaine de personnes, mais quand on parle en fait de la consolidation au niveau du pôle, hein, donc le regroupement de l'AFPI et CFAI, on tourne plutôt autour d'une centaine de collaborateurs. Donc, notre mission, c'est d'être au service des entreprises industrielles et puis de les accompagner dans la mise en œuvre de leur stratégie et de leur feuille de route. Alors, notre ADN va vraiment être la montée en compétence de l'humain, donc de l'individu en tant que tel, mais l'individu aussi au sein d'un collectif, bien évidemment, pour la compétitivité de l'entreprise, hein, au service de la performance de son entreprise. Alors, quand on parle de montée en compétences, on peut intervenir sous 3 modalités. On va intervenir, comme on l'a entendu précédemment, plutôt autour d'appui conseil, de prestations de conseil, mais également par la formation continue, que ce soit de l'individu ou d'un collectif. Et puis, on peut aller jusqu'à la certification. Donc, les accompagnements hein, qui sont performants et qui donnent leurs fruits, on va vraiment être justement sur la compilation de ces 3 accompagnements, hein, appui conseil, formation montée en compétences et puis la certification. Alors, je pense que vous ne voyez plus l'écran. On n'a plus les planches, Annick. On nous entend encore. Vous nous entendez? On n'a plus de retour. Allô? Vous nous entendez? Allô? Pour ma part, moi je vous entends et je vous vois, mais... Ah, tant mieux. Ouais. Je pense que... Vous nous entendez? Oui, oui, oui. Je vous vois aussi. Bon, on n'a plus d'écran. Tu partages ton écran. On vous voit bien, il n'y a pas de problème, il y a le son, etc. C'est juste qu'on n'a plus le PowerPoint. Voilà, c'est ça. On essaie de rétablir la liaison. On est désolé. Il n'y a pas de problème. Le son et l'image fonctionnent, mais pas le déroulé du PowerPoint. Et il faut qu'on puisse reprendre la main. Voilà. Ah, ça y est, c'est bon. C'est parfait. Super. Voilà, donc juste effectivement l'AFPI en quelques chiffres, hein, donc c'est 950 entreprises clientes dans tous les différents secteurs industriels, que ce soit la métallurgie, la défense, l'aéronautique, le spatial, la pharmacie, bois, chimie. On s'appuie aussi sur 4000 mètres carrés de plateaux techniques. Alors, bien évidemment, hein, qu'on utilise dans le cadre de nos formations, mais aussi surtout dans la démystification de l'usine du futur, hein, qui est le thème de Vive Industrie. Il y a encore beaucoup d'appréhension, donc on est de plus en plus sollicité aussi pour organiser des formations, des démonstrations sur des nouvelles technologies au sein de nos plateaux techniques. On va être sur la couverture de l'ancienne Aquitaine, avec une volonté vraiment d'avoir un accompagnement de proximité. Et pour ce faire, on s'appuie sur notre partenaire Rubis, dont l'ADN est vraiment la proximité territoriale. Alors effectivement, la planche d'après, en termes de recouvrement d'expertise, on va classiquement retrouver ce qu'on retrouve dans les entreprises, avec des couvertures d'expertise sur tout ce qui est pratique managériale, développement personnel. On va aussi retrouver tout ce qui est autour de la performance industrielle, amélioration continue, on en a parlé tout à l'heure, toutes les thématiques de l'usine du futur, et puis des expertises dans tous les domaines techniques et nouvelles technologies, que ce soit dans la transformation des métaux, la robotique, cobotique, la fabrication additive et la maintenance. Donc là aussi, de la même façon que tout à l'heure, hein, ce qui donne des bons résultats, c'est vraiment d'avoir une approche globale pour ancrer les changements. Et les meilleurs résultats qu'on a, c'est quand effectivement on fait monter un ensemble d'un service, d'une unité, où Geneviève en témoignera tout à l'heure, d'un site en entier, sur différents champs de compétences pour ancrer les différents leviers et changements. La
planche d'après, s'il te plaît. Voilà. Donc, au niveau des démarches, on a vraiment à cœur, Sandrine l'a évoqué tout à l'heure, c'est toujours de démarrer par un diagnostic. Alors, au-delà de l'intérêt, effectivement, d'avoir un état des lieux, c'est surtout un moment privilégié pour faire prendre conscience aux équipes du besoin d'évoluer. On l'a entendu avec les dirigeants, hein, vous étiez tous convaincus du besoin d'évoluer. Ce n'est pas toujours le cas de vos équipes. Donc, on a vraiment à cœur, au travers de cette première étape de diagnostic, de le partager avec l'ensemble des équipes opérationnelles pour qu'ils aient envie et qu'ils prennent conscience du besoin d'évoluer et de faire bouger les lignes. Et donc, une fois que cette prise de conscience elle est faite, l'objectif, c'est aussi de donner du sens, hein, de la vision. Donc, deuxième étape, ça va être de les projeter sur une situation cible. Et une fois que ces éléments sont acquis, là, on commence à accompagner les entreprises dans la co-construction de la feuille de route et puis dans la mise en œuvre. Là aussi, on peut retrouver des différentes actions, hein, d'accompagnement, de formation. Et là aussi, on peut aller jusqu'à de la certification. Alors, ce que je vous propose maintenant, donc, voilà, slide d'après, effectivement, c'est d'entendre Geneviève, hein, qui a eu l'occasion de mettre en œuvre une démarche depuis quelques mois maintenant. Alors, Geneviève, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, alors même si effectivement un certain nombre d'entre vous connaît le CEA, peut-être juste de préciser un petit peu le secteur d'activité du CEA, mais surtout les enjeux que tu avais avant de pouvoir mettre en place cette démarche. Alors, tout d'abord, merci de me donner la parole et de m'inviter à ce type de conférence. On n'a pas, dans notre domaine, le CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, on a plus tendance à ne pas montrer trop ce qu'on fait plutôt qu'à sortir à l'extérieur et à donner nos retours d'expérience. Donc, merci de m'inviter. Donc, le CEA est un organisme d'État qui est situé sur toute la France et qui est divisé en plusieurs grands pôles. Et notamment, un des pôles, le pôle auquel j'appartiens, qui est la direction des applications militaires. Donc, on travaille pour la dissuasion nucléaire française et pour l'État et notamment l'industrie, pas l'industrie, le ministère des Armées. Donc, on fait des choses on fait pas du Nutella, on fait des choses qui sont pour protéger la France dans le monde. Donc, on a, de ce que je vous disais, on n'a vraiment pas l'habitude d'expliquer et de rentrer dans les détails de ce que l'on fait. Par contre, on met en œuvre des démarches, comme des démarches d'accompagnement au changement, parce que nous aussi, même si on n'est pas dans l'industrie et même si on n'a pas beaucoup de concurrents, on est quand même dans la société et on est aussi subi à l'évolution de la société. Et donc, il faut qu'on s'y adapte. Et notamment qu'on s'y adapte en étant de plus en plus et de mieux en mieux efficient. Il faut qu'on s'y adapte aussi en maintenant notre capacité d'innovation, parce que c'est par là que l'on reste compétitif, par notre capacité d'innovation. Et c'est aussi, on se doit aussi d'évoluer parce que on est une entreprise qui est de plus en plus vieillissante. Et donc, on a, dans les 10 ans à venir, beaucoup de recrutement à faire et beaucoup d'accueil de nouveaux talents, tout en gardant nos compétences et tout en gardant nos talents en interne. Donc, on a des enjeux forts qui se présentent à nous. Et donc, dans ce cadre-là, on est amené à faire un certain nombre de changements, plus ou moins importants, et du coup, à mettre en œuvre des démarches d'accompagnement au changement. Alors, au niveau de la démarche, quels ont été vraiment les prérequis pour lancer cette démarche et puis les clés du succès associées? Alors, comme je vous le disais en préambule, on est confronté à tous ces enjeux et donc on est obligé de se renouveler et d'évoluer et de changer. On a mis en œuvre et commencé à mettre en œuvre des changements sur 3 grands axes. L'axe des outils numériques avec des transformations numériques que l'on est en train de mettre en œuvre. Mais les changements ne sont pas qu'au niveau des outils. Au contraire, les outils, comme son nom l'indique, ce sont des outils. Et les changements sont aussi dans les modes de fonctionnement et dans l'évolution des modes de management, notamment. Et puis, surtout, et le plus important, c'est l'aspect humain. Et donc, on a beau mettre tous les nouveaux outils que l'on veut en œuvre, si on n'accompagne pas l'humain qui se sert des outils, le changement ne marchera pas. Et le changement ne sera pas bien accepté. Donc, cette part
de changement et d'accompagnement des collaborateurs et de démarche au niveau humain est vraiment très important. Alors, on a lancé, donc, comme je vous disais, des changements qui sont assez importants chez nous, tant en termes de périmètre qu'en termes de collaborateurs touchés. Donc, les changements qu'on a engagés aujourd'hui vont toucher à peu près plus de 400 personnes et vont impacter non seulement des changements de compétences, mais des changements aussi de fonction, de mode de fonctionnement, des changements de conditions de travail, parce qu'ils vont évoluer dans le niveau changement. On est en train de construire des nouveaux bâtiments et ils vont passer d'espaces de bureaux unitaires à des espaces collaboratifs, à des, entre guillemets, open space, même si le mot, je n'aime pas beaucoup. Et donc, il va y avoir des changements de comportement à avoir, puisqu'on ne vit pas dans un espace collaboratif comme on vit dans des bureaux fermés. Et donc, du coup, ça implique un changement carrément culturel. Donc, face à tous ces changements que l'on aborde et face à la globalité de ces changements et à l'importance de ces changements, on a choisi de mettre en place une démarche structurée et une démarche partagée qui prend en compte tous les collaborateurs, que ce soit la direction, toute la ligne hiérarchique et les collaborateurs qui sont au niveau de la base. Donc, c'est vraiment une volonté au niveau de la direction du centre de mettre en œuvre une démarche complètement structurée, accompagnée avec l'AFPI notamment, et vraiment encadrée pour mettre toutes les chances de notre côté pour réussir tous ces changements que l'on a mis en œuvre. Alors, oui, pardon, vas-y. Oui, vas-y. Donc, cette démarche structurée, elle est partie, elle a eu pour point de départ, une fois qu'on a déterminé les enjeux et puis les axes de travail sur lesquels on voulait s'investir, on a mis en place une communication liée au sens. C'est-à-dire qu'on a commencé par expliquer à tous les collaborateurs qui étaient impactés par ces changements et à toute la ligne hiérarchique qui était impactée par ces changements, le sens et le pourquoi de tous ces changements. Et c'est fondamental pour moi d'expliquer, quand on entreprend des changements dans une entreprise, d'expliquer pourquoi on le fait. Et d'expliquer, ça fait partie de ce que disait Sandrine tout à l'heure, de leur donner un objectif et leur montrer le nouveau monde qu'ils vont avoir après le changement. Et c'est un élément d'acceptation de la courbe du deuil dont parlait Sandrine tout à l'heure. Donc, ça a été vraiment fondamental d'expliquer la vision, les valeurs, les missions et le pourquoi de ce changement. Et ensuite, on explique comment on va changer et avec qui on a changé. Ça, c'était le point de départ de tout cet accompagnement. Ensuite, on a défini les différentes typologies d'acteurs qui allaient être impactés par tous ces changements. Parce que l'accompagnement au changement ne se fait pas de la même façon sur tous les types de population. Parce que les impacts ne sont pas les mêmes, et donc il faut adapter cet accompagnement vraiment aux typologies du changement. Alors, vous avez par exemple la direction, qui est, entre guillemets, le sponsor du changement. On ne l'accompagne pas comme on accompagne les secrétaires, comme on accompagne les différents ingénieurs qui vont être impactés, et comme on accompagne la hiérarchie intermédiaire. Il faut surtout ne pas oublier cette strate qui est la direction, qui souvent impulse le changement, lance le changement, alors surtout sur les grandes entreprises comme la nôtre, mais se sentent complètement en dehors du changement et ne pensent pas qu'elles ont un rôle dans le changement. Alors que ce rôle est fondamental. Le sponsor et le leader doit être vraiment partie prenante du changement et doit montrer la direction et montrer qu'il s'intéresse au changement et qu'il est important pour eux aussi. Donc voilà, je vous disais, on a identifié les rôles et les personnes aussi sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour aider à la conduite et à l'accompagnement du changement. Une fois qu'on a identifié les rôles et les personnes, on a identifié
la feuille de route et toutes les actions d'accompagnement au changement qu'on allait mettre en œuvre en fonction de ces différentes typologies. Et donc, la direction, voyant tous ces changements, a créé carrément un rôle et une fonction d'un poste d'accompagnement au changement, parce que elle a estimé que les équipes avaient besoin d'être vraiment accompagnées en externe et en interne. Donc, il y a un relais qui a été créé. Ensuite, on a, donc, je vous disais, fait une feuille de route en fonction des types et des rôles, des types de rôles identifiés. Donc, on a fait un accompagnement spécifique sur tout ce qui est la hiérarchie, donc avec des ateliers de co-développement qui leur ont permis de travailler sur des nouveaux modes de management, des nouvelles appréhensions de leur rôle. Et du coup, on les fait basculer vers une hiérarchie et un management plutôt orienté coaching qu'un management comme ils avaient l'habitude de faire avant. Ensuite, on a travaillé avec les équipes plus en détail et on a formé des groupes de représentants d'équipes sur lesquels on s'est appuyé pour faire passer la communication vers les équipes autrement que par le biais de la hiérarchie et aussi, ce qui est très très important, avoir les retours directement des collaborateurs sans passer par le filtre de la hiérarchie. Et donc, les retours ne sont pas du tout les mêmes quand vous parlez à votre hiérarchie et quand vous parlez directement à votre collègue qui lui est représentant de ce groupe d'accompagnement. Et donc, du coup, on a pu adapter et la communication et l'accompagnement spécifiquement. On a aussi, et ce qui est très très important au niveau des collaborateurs, on les a impliqués au maximum et on les a fait devenir acteurs. Il y a un des témoignages précédents qui parlait du fait que le collaborateur devienne acteur et se sente impliqué dans le système et sente qu'il fait partie du système et qu'il a aussi son pouvoir de faire changer les choses. Ça a été très important. Et donc, on a essayé d'impliquer au maximum les collaborateurs. Alors, de manière très simple, hein, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ils changent de locaux. Et donc, on les a impliqués dans le choix du mobilier, on les a impliqués dans le choix des couleurs du mobilier pour qu'ils s'approprient ces nouveaux locaux, parce que pour eux, c'était vraiment un gros changement. Hein. On passait vraiment de bureaux fermés à des bureaux ouverts où il fallait supporter son voisin. Et donc, pour des tranches d'âge aussi qui sont pas si jeunes que ça. Donc, c'était vraiment important. Et avec, en plus, chez nous, une particularité qui est des contraintes de sécurité et de besoin d'en connaître et de droit d'en connaître par rapport à nos activités, qui font qu'on leur a toujours habitué à cacher ce qu'ils savaient plutôt qu'à travailler avec les autres. Donc, c'est vraiment un changement très, très important que l'on est en train d'opérer chez nous. Ensuite, vous en avez parlé, un des collaborateurs, des dirigeants en a parlé tout à l'heure. On a aussi impliqué de manière régulière au niveau de la communication les organisations syndicales pour elles aussi les rendre partie prenante des changements et du projet pour qu'ils puissent être aussi des relais et ne pas être totalement contre et ne pas avoir des a priori contre le projet. Et donc de mieux comprendre, en comprenant mieux ce que l'on faisait et tous les changements que l'on faisait, ils sont aussi partie prenante, ils se sentent partie prenante et du coup, ils deviennent plus positifs par rapport au projet. Vous êtes basé en Nouvelle-Aquitaine, comme Eric et comme Laurence et Sébastien. Si vous voulez rentrer dans ce process de façon soft, sans qu'il y ait trop d'engagement, sans que ça vous coûte rien, mais un peu de temps avec vos équipes, vos parties prenantes, n'hésitez pas, vous allez sur le chat, vous mettez votre nom et si là vous êtes partant, c'est du click and collect, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement premier niveau pour, comme tous les trois, découvrir ce qu'est l'efficience collective, ce travail ensemble avec les équipes, comment on peut travailler autrement dans ce contexte qui est particulier, qui fait beaucoup agir sur le digital, mais pas que, qui influe aussi sur vos clients, sur vos fournisseurs. Et donc, tous ces paramètres-là, ils sont pris en compte dans la démarche. Alors, nos collègues ont été coupés.
Allez, voilà. Bon, ça, c'est direct, des échanges et des connexions. Mais en tout cas, sachez qu'il reste quelques places qu'on avait réservées. Donc, n'hésitez pas, vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, vous voulez tester cette démarche-là. Marie-Odette était sûre qu'on pouvait mettre juste sur l'écran le process. Voilà, je ne sais plus si ça marche, du coup, voilà. Juste le slide. Comment ça se déroule? En gros, vous avez une problématique, un enjeu pour vous, et vous souhaitez mobiliser vos équipes, mais vous n'avez pas les outils, vous avez l'état d'esprit, mais vous ne savez pas peut-être par quel bout le prendre. Vous avez plusieurs présentations tout à l'heure. Eh bien, il suffit de remplir un dossier. Alors, je ne sais pas si Tessir, tu pourrais le mettre sur le chat. Le dossier, le flyer, vous remplissez un dossier, c'est recto verso, c'est votre adresse et après vous cochez quelques cases. Et Marie-Odette se rapprochera de vous pour vérifier si les enjeux sont bien ceux qu'on a identifiés sur cette conduite au changement avec les outils de co-design, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs approches aussi, il n'y a pas qu'un outil, c'est en fonction de la problématique de l'entreprise. Et ensuite, eh bien, vous aurez le process et les ateliers qui vous seront proposés par l'équipe de CodeMaker. Donc, ils procèdent de la façon suivante. Souvent, les rendez-vous, c'est le vendredi, c'est le premier jour. Et ensuite, ils reprennent le deuxième jour, le lundi. Donc, le week-end est passé, tout le monde a pu s'approprier les équipes. Et en fait, à la fin du deuxième jour, avec les équipes et souvent un client ou un fournisseur, eh bien, ils vont vous proposer un livrable, c'est-à-dire une feuille de route avec un plan d'action. Alors, vous avez compris, c'est 2 jours, hein, ce n'est pas une semaine. Donc, après, il y a des accompagnements qui sont un peu différents. Là, on propose aux entreprises de faire un premier pas sur cette découverte de ces approches. Mais voilà, il y a tout un tas d'accompagnements qui peuvent être mobilisés par la suite par les consultants que vous avez rencontrés, là, qui sont présentés, et puis aussi dans le cadre du programme Rebond ou Reconquête, en fonction de la taille de l'entreprise, qui vous sont proposés. Donc, je ne sais pas si Marie-Odette ou Tessir, vous voulez dire 2 mots là sur le process, mais ou compléter. Voilà. Effectivement, sur l'accompagnement de façon pratico-pratique, nous recevons le dossier de candidature qui a été validé par la région. On procède à une rencontre téléphonique avec le dirigeant pendant lequel, en fait, on identifie les enjeux pour la structure, également les projets. Ensuite, on élabore le programme d'accompagnement sur les 2 jours. Ensuite, durant l'animation, on mobilise des facilitateurs coachs qui ont pour objectif de faire accoucher de solutions, en fait. C'est de faire verbaliser les problématiques rencontrées dans la structure, que ça soit humain, organisationnel ou par rapport aux objectifs. Et l'idée, c'est d'accompagner à trouver les solutions. À l'issue de ces 2 journées d'accompagnement, il est remis aux dirigeants une synthèse des conclusions des différents ateliers. Et ensuite, on termine par un entretien avec le dirigeant qui permet de finaliser les actions à positionner pour décliner le plan d'action sur la durée. Et ensuite, c'est parti. À lui d'intégrer et de faire perdurer la posture d'intelligence collective au sein de sa structure. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez encore quelques réticences, lancez-vous. Vous voyez, les 3 interlocuteurs ne sont pas du tout traumatisés, il n'y a pas d'ingérence, ça se fait de façon très souple avec la bienveillance de tout le monde, et puis tout le monde a une technique d'écoute, hein. Vous avez vu, y compris Sandrine là, qui est dans le train en ce moment, c'est facilité d'écoute, d'attitude pour trouver par quel angle intégrer ces notions d'accompagnement et de conduite au changement. Annick, je sais pas. Oui en fait, je viens de mettre le lien.
Je viens de mettre le lien pour le dossier de candidature sur le chat. Donc, tout le monde, en fait, ils peuvent télécharger le dossier pour le remplir ou pour envoyer leur candidature pour participer. Ok. Est-ce que tu peux mettre tous les slides? Vous retrouverez les slides parce que vous allez coordonner des interlocuteurs. Donc, si vous voulez échanger avec eux, bah, n'hésitez pas. Hein, vous aurez tout ça en ligne. Alors, on a dépassé l'heure qui était attribuée, mais c'était prévu pour les questions-réponses. Donc, je ne sais pas si vous avez… alors, il y avait… Voilà. Tessir a mis le lien. Si vous allez sur le chat, vous pourrez cliquer et vous aurez toutes les informations. Et alors, on avait dans les inscrits 2 questions qui avaient été posées. Comment évoluer de l'obligation ressentie de changer au plaisir de changer au sein de l'entreprise? Et pour la majorité des collaborateurs, alors certains d'entre vous l'ont évoqué, et puis l'autre, c'était quels sont les outils pour les managers pour être plus collaboratifs? Est-ce que quelqu'un, en dehors de ce que… Émilie? Excuse-moi, Annick, on n'a pas entendu ta question. Donc, j'imagine que tu évoquais les questions qui ont été posées tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. Oui. Ouais. En fait, il y a 2 questions qui ont été posées. Comment évoluer de l'obligation ressentie de changer au plaisir de changer au sein de l'entreprise? Voilà, c'est une notion de plaisir et puis l'acceptation. Et puis, alors, vous l'avez toutes cité, des exemples. Et puis, l'autre, c'est les outils pour les managers pour être plus collaboratifs en dehors de la pause café. Oui, je pense que ce qui est intéressant de préciser, effectivement, ça a été évoqué dans différents témoignages et Geneviève a largement insisté sur cette notion d'outils. C'est-à-dire que des outils, aujourd'hui, on arrive à en trouver énormément et il y a des propres outils au sein des entreprises. Je pense que ce qui est important de préciser au-delà des outils, c'est les prérequis. Quand on parle d'accompagnement du changement ou même de conduite de changement, Sandrine a bien fait la différence, il y a déjà des prérequis, et je crois qu'Annick, c'est toi qui l'as évoqué, qui tournent autour de la confiance. Donc, sans ce prérequis, j'ai tendance à dire de cohésion d'équipe, de confiance, d'autorisation, c'est-à-dire qu'un l'humain, il va s'autoriser à être proactif et à être force de proposition s'il va se sentir en sécurité dans son organisation. Donc voilà, c'est des prérequis, à mon avis, qui sont importants à mettre en œuvre au-delà d'outils en tant que tels. Et après, des outils, effectivement, il y en a plein. Et les meilleurs outils, ça a été dit aussi plusieurs fois, je pense que là aussi, c'est vraiment des précautions à prendre de la part de l'ensemble des accompagnements ou des coachs. C'est vraiment la sélection d'outils, et ça, c'est le rôle du consultant de l'accompagnement, la sélection d'outils qui sont adaptés à l'entreprise et à la culture de l'entreprise. On l'a bien vu, et Laurence l'a évoqué au travers des témoignages, c'est pas forcément évident de faire le lien entre tous les différents témoignages. Donc là aussi, autant les prérequis de confiance, de cohésion et de paroles libérées, comme l'a dit Marie-Odette, c'est des éléments qui sont indispensables. Après, les outils en tant que tels, ça me semble vraiment important d'adapter l'outil à la culture de l'entreprise, à la maturité du dirigeant, à la posture aussi du dirigeant, parce qu'il faut qu'il se sente à l'aise aussi avec ces démarches-là. Ça me paraît des points importants en termes de sélection d'outils. Quelqu'un veut apporter d'autres commentaires pour compléter un peu la réponse? Geneviève? Juste pour vous dire que je viens de mettre le lien pour le flyer. Et sur le flyer, en fait, vous pouvez trouver tous les prérequis pour l'accompagnement. Et il y a un deuxième lien, en fait, pour la présentation d'aujourd'hui. Merci, Tessia. Je disais, Geneviève, un complément, ou Eric, Laurence? Oui, pour aller dans le sens d'Émilie, et ce sur quoi j'ai insisté, je pense aussi tout à l'heure, c'est vraiment s'attacher à l'humain et de s'attacher à mettre l'humain en état de confiance, parce que tant qu'il ne sera pas dans un environnement de confiance, eh ben, il ne donnera pas les idées, le meilleur de lui-même, et il ne voudra pas avancer, et il ne voudra pas aller vers le changement. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental, c'est mettre les collaborateurs dans une situation de confiance et créer la confiance avec eux. Et après, vous pourrez mettre tous les outils que vous voulez. Ce n'est pas un problème. L'outil n'est pas un problème. Et je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme et ne pas prendre le changement par l'entrée de l'outil, mais prendre le changement par l'entrée de l'humain. Et ensuite, vous mettrez tous les outils que vous voudrez. Et vous inventerez des outils même qui vous seront propres et qui vous seront adaptés, à votre structure. Si l'humain est en état de confiance, il fera ses outils tout seul.
Mais vouloir imposer des outils à quelqu'un qui ne sait pas comment l'utiliser, à quelqu'un qui n'a pas envie de les utiliser, à quelqu'un qui a peur de les utiliser, ça ne marchera pas. Donc, je pense que vraiment, la problématique de l'outil doit venir a posteriori et pas a priori. Et rentrer dans les changements via les outils, pour moi, c'est une erreur. Voilà. Ce que je pouvais Merci Geneviève. Quelqu'un veut compléter? Non, je veux juste confirmer, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut, ce qui est essentiel, c'est d'instaurer un climat de confiance pour que c'est la seule solution pour générer l'adhésion, en fait. Il faut que les gens aient confiance, se sachent respecter, ça c'est essentiel, soit dans un environnement bienveillant. Et en fait, je pense que c'est pas uniquement le dirigeant qui insuffle ça, c'est ce type d'atelier, l'intérêt, c'est que ça apporte de la bienveillance mutuelle. Chacun parle librement, chacun se libère quelque part, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça, c'est essentiel parce qu'à partir de ce moment-là, effectivement, les gens adhèrent d'eux-mêmes, trouvent des idées et partent même dans des choses étonnamment positives. Donc, c'est effectivement l'humain avant tout et le reste, je pense, va tout seul ensuite. Et pour aller encore plus loin et pour donner encore plus de précision, le point de départ, c'est vraiment de donner du sens et d'expliquer pourquoi on le fait. À partir du moment où vos interlocuteurs et vos collaborateurs auront compris pourquoi vous voulez aller dans cette direction et auront compris à quoi ça servait, ils iront. Tant qu'ils n'ont pas compris, ils n'iront pas. Parce que ça ne leur parle pas et parce que ils ont peur du changement. Mais s'ils comprennent pourquoi vous voulez aller là, là, vous aurez tout gagné parce qu'ils vont y aller d'eux-mêmes et ils vous aideront à y aller et vous irez encore plus vite. Mais il faut vraiment c'est comme quand vous élevez des enfants, entre guillemets, hein, vous leur expliquez pourquoi vous leur interdisez de traverser la route sans regarder. Vous leur expliquez pourquoi il ne faut pas mettre la main sur la chaudière ou sur le gaz parce que ça va brûler. C'est pas, les collaborateurs, c'est pareil, à un autre niveau, mais c'est pareil. Si vous leur avez pas expliqué ce que vous avez dans la tête en tant que dirigeant et ce vers quoi vous voulez aller, ils sont pas dans votre tête et ils vont pas le savoir et ils vont pas le comprendre. Et donc, ils vont avoir peur. À partir du moment où vous commencez par leur expliquer pourquoi, après, c'est gagné. Ils vous aideront à faire le comment et ils vous aideront à faire le quoi et les actions qu'il faut faire pour y arriver. L'important, c'est vraiment le sens, je pense. Et c'est le point de départ. Le sens, c'est une vision. Voilà. Donc, il faut que le chef d'entreprise ou le responsable ait une vision et qu'il le fasse partager. Et c'est là où il y a toute la subtilité d'embarquer toute l'équipe ensemble. Et quand on dit l'humain, c'est avec un grand H. Donc, il y a le chef d'entreprise, le responsable, et il y a les équipes. Et c'est ça qui forme l'entreprise et c'est ça qui va donner du sens après au projet. Et le projet va se mettre en route. C'est toute la complexité de tous ces ingrédients pour que ça prenne, en fait. Effectivement, il faut déjà éclaircir la vision du chef d'entreprise, ça c'est vraiment la première chose. Puis après, dans la notion de confiance, c'est là où je rejoins aussi, c'est qu'il faut quand même quelques outils. Pour que la confiance vienne, il faut qu'on écoute, il faut qu'on puisse les écouter, et il faut qu'ils puissent parler. Et pour qu'ils puissent parler, c'est pas simple, parce que quand on est dans une structure où il y a cette notion pyramidale au niveau des consignes, ça, pour le faire revenir, c'est pas simple. Et parfois, on est peut-être obligé d'écarter quelques personnes pour que la communication revienne. Et après, je pense qu'il y aura la confiance derrière. Mais effectivement, il faut aussi une vision bien claire des chefs d'entreprise pour les emmener. Merci à tous, en tout cas. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Non? En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir intervenu, d'être intervenu comme ça, un petit peu en live avec quelques petits aspects techniques pour essayer de convaincre de cette démarche, de l'intérêt de la démarche, surtout à l'heure actuelle, pour sortir aussi les chefs d'entreprise et responsables de leur solitude sur la prise de décision et puis de vous dire que vous avez des possibilités de vous faire accompagner, entre guillemets, pour mobiliser les équipes, c'est-à-dire tous ensemble. C'est que du plus, que du positif pour aller dans ces démarches de changement qui, de toute façon, est à la porte de chaque entreprise. Le changement, il est pour tout le monde. Donc maintenant, il faut le faire dans les meilleures conditions possibles
Donc, et pour ceux qui sont connectés, merci d'avoir suivi cette table ronde. Et puis, on vous invite pour aller plus loin sur cette démarche. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, à faire signe, à nous contacter pour une suite. Et faites le premier pas. Je trouve que ça en vaut la peine. Merci à tous. Merci. Et bonne soirée. Et à très vite. Merci à tout le monde pour votre participation. Au revoir. Merci aux intervenants. Au revoir, merci.